Notre avocat, maître Diane Prota, a déposé tout récemment une QPC auprès du Conseil constitutionnel pour rappeler que la situation épidémiologique aujourd'hui avait changé par rapport à il y a quelques mois, que par conséquent, il y avait matière à réétudier la constitutionnalité de cette loi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau pause. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François, un navigant. Bonjour François et bienvenue dans cette pause. Bonjour Xavier, merci de m'accueillir. Je suis représentant des navigants libres. Je suis très heureux aujourd'hui pouvoir m'exprimer au nom de ce collectif. Je vous écoute. Un point important pour les auditeurs et les lecteurs, c'est que vous avez accepté de témoigner, mais un visage masqué, avec une voix modifiée. Vous avez un devoir de réserve dans votre profession. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avec vos propres mots? Un visage masqué parce que les enjeux sont très importants et je ne veux pas exposer qui que ce soit du collectif dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer comment un navigant gère ses risques au quotidien dans son métier? Oui, absolument. La première des choses, c'est identifier les dangers, les menaces qui se présentent à nous quotidiennement, c'est-à-dire écouter les signaux faibles, que cela vienne du contrôleur de la cabine, de nos collègues au poste, et surtout ne pas se précipiter. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a étudié tous ces dangers, ces risques, on vient mettre en place une stratégie pour mitiguer et réduire au maximum les possibles accidents. En la matière, il existe des standards. Par exemple, le risque de rendre en incapacité les pilotes de piloter les avions pour des incidents techniques à bord des avions sont 10 puissance moins 9, donc c'est extrêmement faible, un milliardième. Pour les constructeurs, c'est le risque acceptable. J'ai un autre exemple pour montrer la très faible acceptabilité du risque dans notre métier. Au sol, il existe maintenant des gens qui s'amusent à pointer les avions en approche par des lasers. Eh bien, nous avons à bord des lunettes dites laser qui nous permettent de nous prémunir de ces pointages dans la rétine de l'œil des pilotes. Nous avons aussi une règle sur les aliments que nous consommons à bord. Les repas qui sont distribués aux pilotes ne doivent pas être similaires, ils ne doivent pas être produits par la même entreprise et par la même cuisine, par la même entreprise peut-être, mais par la même cuisine, pour éviter les intoxications alimentaires potentielles en vol. Donc tous ces risques sont très faibles, mais sont tout de même pris en compte dans le cadre de notre métier. Nous savons gérer le risque. Lorsqu'il y a une menace identifiée, eh bien, parfois on s'abstient. C'est le principe même de précaution. Quand on voyage à l'étranger, on est naturellement exposé à des risques épidémiologiques, H1N1, Ebola, Zika. Comment êtes-vous formé à la gestion de ces risques-là en particulier? Alors, la médecine du travail, nos entreprises sont responsables d'identifier ces risques, nous donnent des fiches réflexes, des procédures, tout comme nous, dans les postes de pilotage, ils mettent en place des actions pour minimiser les risques. Soit on ne sort pas de l'hôtel, soit on prend, pour aller à Cayenne, pour la fièvre jaune, on est vacciné, par exemple, ou alors on ferme certaines destinations quand c'est nécessaire. On est habitué à ces risques, nous savons les gérer. Au bout d'un an et demi, 2 ans de pandémie, le SARS-CoV-2, c'est un risque avéré pour les personnes âgées ou avec comorbidité. Or, notre population est une population assez jeune, en bonne santé, suivie médicalement tous les ans au centre d'expertise médicaux. Donc, l'analyse du risque de cette menace épidémiologique, en particulier le SARS-CoV-2, pour notre population, elle est très faible. Aujourd'hui, il y a une obligation vaccinale pour certaines catégories d'individus. Ce risque est-il dans la cabine de pilotage ou, on va dire, dans la cabine passager? Et comment le gérez-vous? Cette vaccination Covid-19, sa particularité, c'est qu'elle est tout à fait récente. Les produits qui sont injectés sont tout à fait récents. Ils sont sous AMM conditionnel, autorisation de mise sur le marché. Le recul que nous avons sur ces vaccins est extrêmement faible. Ils sont moins d'une année. Donc, on est toujours en phase 3 expérimentale. Nous sommes en droit de nous poser des questions sur un, son efficacité, deux, son innocuité. La technologie est nouvelle, elle est connue depuis un certain nombre d'années dans les laboratoires, mais sa mise en pratique dans la population générale à très grande échelle est tout à fait récente. Je le répète, moins d'un an. Donc elle ne fait pas consensus scientifique. Donc pour nous, c'est un doute, pour nous, c'est un signal. Et ce signal, nous le prenons en compte dans notre analyse de risque concernant l'injection des vaccins RNM. On a une première approche au niveau syndical, on essaie de contacter nos représentants syndicaux pour leur expliquer la situation. On a une deuxième approche qui est juridique, on a un recours actuellement au Conseil d'État concernant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, car la problématique sur le pass vaccinal est simple, c'est que sur les vols court courrier, moyen courrier et toutes les personnes qui habitent en province pour monter à Paris travailler,
Dieu sait s'ils sont assez nombreux chez Air France en l'occurrence et dans d'autres compagnies, car notre collectif concerne toutes les compagnies de droit français. Il y a un impact majeur, c'est-à-dire que les gens doivent avoir un pass vaccinal pour aller travailler. Donc, autrement dit, si ils n'ont pas ce pass vaccinal, ils ont perdu leur emploi et leur salaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette question prioritaire de constitutionnalité que vous avez posée par le biais de votre avocat? Notre avocat, maître Diane Prota, a déposé tout récemment une QPC auprès du Conseil constitutionnel pour rappeler que la situation épidémiologique aujourd'hui avait changé par rapport à il y a quelques mois, que par conséquent, il y avait matière à réétudier la constitutionnalité de cette loi. Quels sont les retours terrain? On a entendu beaucoup de rumeurs sur des problèmes dans la cabine de pilotage, des problèmes avec le personnel navigant qui avait des effets secondaires de la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Le sujet est grave. Nous ne souhaitons pas que le débat soit sur la place publique. Néanmoins, nous avons mis en place des systèmes de retour terrain au sein de notre collectif. On constate des effets indésirables caractéristiques de ce qui est enregistré sur les systèmes de pharmacovigilance. Je peux les citer: péricardite, infarctus, AVC, thrombose, vertige, perte de mémoire, troubles menstruels ou fatigue de longue durée. Tous ces phénomènes apparaissent dans les semaines qui suivent la vaccination chez des personnes qui sont en parfaite santé et jeunes, 30, 35, 40, 45 ans. Donc, on n'a pas la preuve formelle, certes, mais il y a un lien de cause à effet très important. Nous avons recueilli énormément de témoignages, des témoignages d'effets indésirables graves. Ces témoignages sont des signaux forts et qui confirment nos craintes initiales et les doutes que nous avions sur la non-innocuité de ce vaccin ARN. Est-ce que vous êtes à même de dire à peu près combien de témoignages vous avez reçus? C'est des témoignages qui sont passés en vol, au sol? Alors, effectivement, nous avons des témoignages qui sont produits en vol. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. De toute façon, si vous avez des témoignages au sol, vous les avez potentiellement en vol. Vous pouvez avoir un infarctus au sol, il aurait très bien pu survenir en vol. Vous ne maîtrisez pas l'occurrence de l'effet indésirable. Donc, à partir du moment où nous avons des témoignages de personnes qui sont en repos à domicile, même en escale, bien évidemment qu'ils peuvent apparaître en vol. Dans la cabine, est-ce que vous avez des contacts avec les passagers? Est-ce que les passagers parlent avec les PNC, avec les pilotes, pour justement engager cette discussion sur ces effets secondaires, sur ce risque éventuel? Non, d'abord, les passagers ne discutent pas avec les personnels navigants. Les personnels navigants sont dans le cadre d'une mission. Ils exécutent leur mission de façon très professionnelle. Non, mais je ne suis pas au courant de ça. En revanche, oui, nous constatons effectivement des effets indésirables sur les passagers aussi, qui provoquent un déroutement, par exemple, d'un appareil. Un jeune de 35 ans qui a fait un AVC en plein vol. On n'aura jamais la preuve scientifique cartésienne certaine, mais c'est une conséquence directe des thromboses liées à la protéine de pointe qui est générée par le corps lors des injections à l'ANM. Donc ces thromboses génèrent des AVC. C'est maintenant reconnu par les scientifiques. Et ces AVC chez des personnes extrêmement jeunes, 30-35 ans, y compris chez les sportifs, on observe ce phénomène aussi, génèrent des incidents ou des déroutements d'aéronefs sur des terrains. Et donc, c'est des événements graves. François, donc, en tant que navigant, vous êtes détenteur d'une délégation d'autorité publique au sein d'un avion. Cette autorité, elle vous donne quoi comme devoir vis-à-vis de ces effets indésirables et de ces signaux? Elle nous donne le devoir d'alerter les autorités si nous estimons qu'il y a un danger imminent, un danger grave. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous faisons remonter l'information. Alors, je le redis, notre démarche, elle est constructive. Elle n'est pas de semer le trouble, de semer la confusion. Mais il y a un moment donné où on est bien obligé, en notre âme et conscience, de dire ce que nous voyons. Et nous constatons des effets indésirables graves parmi les personnels navigants, y compris parmi les passagers, de façon anormale. Le débat en lui-même, nous le réservons devant le Conseil d'État en privé, car les sujets sont extrêmement graves. Mais nous tirons la sonnette d'alarme et nous disons au public: oui, nous avons pris en compte cette menace, oui, nous allons la traiter. Nous ne rentrons pas dans le détail des événements que nous avons constatés, car il s'agit de vie privée et d'événements trop graves pour l'étaler sur la place publique. Donc, en tant que navigant, si jamais je peux me permettre d'utiliser, vous avez un tableau de bord, vous avez des signaux, les voyants sont à l'orange ou au rouge, donc suffisant pour pouvoir alerter. Donc, ici, vous proposez plutôt comme un lanceur d'alerte qui cherche à engager le débat sur quelque chose qui pour vous est suffisamment grave pour devoir porter cela devant le Conseil d'État. Merci beaucoup aujourd'hui, François, d'avoir témoigné. C'est un plaisir de pouvoir témoigner devant un média qui fait un travail fantastique. Merci François.